Bonjour, nous sommes le vendredi 18 juillet 2014. Et au début du blog, je parlais essentiellement de l'actualité financière, mais il m'arrivait quelquefois de m'aventurer dans d'autres domaines. Et à cette époque-là, les commentaires étaient ouverts en permanence. Et il y avait des gens qui me disaient pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur votre vrai métier? Et mon vrai métier, selon ces personnes-là, c'était bien d'être quelqu'un qui était en position d'annoncer la crise financière. Et quand je parlais de choses comme celles qu'on trouve rassemblées dans mes livres comme Principe des systèmes intelligents, Comment la vérité et la réalité furent inventées, le prix, voilà, des choses qui sont des rassemblements au bout d'un certain nombre d'années d'articles que j'écris sur des sujets particuliers. Là, c'est mon vrai métier. Il s'est fait pour des raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être un jour dans une explication un peu systématique, que je me suis retrouvé à devoir faire mon métier comme, bon, comme beaucoup de gens, devoir le faire, mon vrai métier, et le faire la nuit et les week-ends, parce que j'étais obligé de gagner ma vie dans un domaine qui était pas véritablement le mien. Bon, un domaine où je le faisais suffisamment correctement pour qu'on me paye pour le faire, mais qui n'était pas ma vocation, qui n'était pas la chose sur laquelle j'avais envie d'écrire. Il se fait, l'actualité fait que, non pas que la finance s'arrange, ça continue malgré ce qu'on nous raconte, et j'en ai parlé la semaine dernière, on crée une bulle boursière, et puis on dit regardez, tout marche bien parce qu'il y a une bulle boursière. Non, il faut être sérieux. Mais ce qu'il y a, c'est que je dirais l'effondrement du système autour de nous ne concerne plus seulement euh, la finance. C'est tout l'ensemble du système qui commence à se dégrader petit à petit. Et comme on entre là, je dirais, dans d'autres de mes domaines de compétences, j'en parle aussi. Je suis de formation en fait anthropologue et sociologue, et quand je parle d'exercer mon vrai métier, d'écrire des livres dans le cadre de mon vrai métier, c'est ça ma formation. Bon, j'ai acquis il s'est fait pour des raisons historiques, il y a à d'autres moments où j'ai acquis un autre type de compétences en plus. Je ne parle pas dans le domaine de la finance et de l'économie, mais par exemple, quand je fais une psychanalyse didactique, ça m'apprend des choses. Ou il y a une époque, je me passionne pour la linguistique. C'est l'époque où je vais écouter des cours de linguistique à la Sorbonne. Euh, non, mais ça, ce sont des choses qui viennent s'ajouter, je dirais, à mon savoir d'anthropologue et de sociologue. C'est pour compléter ma palette, pour augmenter le volume de ma boîte à outils autour de ce que j'ai appris euh, à l'école. Pourquoi cette entrée en matière? Parce que l'invasion de Gaza, parce que le tir de roquette sur un tir d'un missile en fait sur un avion de ligne. Euh, je ne vais pas entrer dans les détails qui conduisent à ces événements, mais là sinon dans la nature humaine, on est on est dans l'anthropologie, on est dans la sociologie, on est en particulier dans ce qui se passe quand des populations qui se considèrent comme très différentes les unes des autres sont en contact. Les anthropologues avaient commencé par classer des crânes et s'étaient retrouvés devant des difficultés, c'est-à-dire que la mensuration des crânes conduisait à des regroupements de populations qui n'étaient pas intuitives. Il y a le fameux exemple du 19e siècle du crâne du français et du kalmouk qui sont identiques. Bon, alors, j'aurais dû aller regarder qui sont les kalmouks exactement, les français, vous le savez probablement. Mais on arrivait à quelque chose qui ne semblait pas intuitif. Je ne sais pas où habitent les kalmouks, probablement en Asie, j'irai vérifier. Mais bon, on aboutissait à des résultats qui ne paraissaient pas convaincants. On n'avait pas envie que le kalmouk et le français se retrouvent dans la même catégorie. Alors on est allé chercher autre chose et on a commencé à
je ne sais pas, je pense à M. Sumner qui a classifié les populations en fonction de leur système juridique, M. Tyler, anthropologue britannique, qui a commencé à classer les sociétés selon leurs institutions. Et on arrivait à des choses qui étaient plus convaincantes. On arrivait à regrouper les gens. Voilà, il y avait des gens qui avaient un système totémique et nous, on n'avait pas un système totémique. Et ça semblait constituer des grandes catégories qui avaient l'air de fonctionner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système non totémique? Eh bien, ce sont des systèmes culturels qui sont dans la mouvance de ce qui s'est créé à Babylone, à Sumer, en Égypte antique. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous, les systèmes totémiques. Et les systèmes totémiques, en fait, c'est la grande mouvance de la civilisation chinoise qui a pu s'étendre jusqu'en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Guinée, etc. Voilà, ça faisait ça deux grandes manières d'appréhender le monde. Nous, selon la ressemblance physique, les choses qui se ressemblent visuellement, nous les mettons ensemble, nous considérons qu'a priori, ça les fait appartenir à la même catégorie, alors que dans la civilisation chinoise, on regroupe les choses autrement, et en particulier davantage en fonction non pas je dirais, de raisonnement de type classificatoire, mais d'intuition de type émotionnel, de type affectif, qui conduit à ces regroupements de type totémique. Mais alors voilà, on se retrouve dans des endroits où on se bagarre depuis très très longtemps. La Palestine, l'Ukraine, euh, la Crimée. Quand on fait l'histoire de la Crimée, ben, c'est une succession de peuplements successifs avec des régimes successifs. Il y a des régions comme ça qui sont des régions de rassemblement, de civilisation, de culture qui a priori ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et ça conduit aux catastrophes que nous voyons ces jours-ci. Alors, quel est le fondement de ça? Ben, vous avez peut-être vu un article qui nous explique qu'au sein d'une même population, les gens qui se retrouvent être des amis sont des gens qui ont des patrimoines génétiques qui sont plus proches voilà, que des distributions au hasard au sein des populations. Nous avons encore il y a des mécanismes d'ordre biologique qui sont là à l'intérieur de nous. C'est la sociobiologie, à une époque, en allant beaucoup trop loin, mais qui a commencé à, je dirais, à poser un regard sur l'être humain comme une espèce de mammifère parmi d'autres, et qui ont découvert des choses ben, comme les attirances qui sont fondées en fait sur des choses très chimiques comme les phéromones et des choses de cet ordre-là. Alors ça c'est un donné que nous avons, c'est le fait que ben, nous sommes des mammifères. Comme disait M. Franz de Waal, nous ne sommes pas des parents des singes, des grands singes, nous sommes au milieu de la catégorie quand on regarde ça d'un point de vue objectif de généticien. Est-ce que ces problèmes-là sont solubles? Ben, il y a une possibilité, oui, contrairement à ce que nous ont expliqué des gens comme von Hayek, etc., que tout ce qui nous est spontané est beaucoup mieux que ce qui nous vient par le raisonnement. On peut résumer un peu l'opposition Hayek-Keynes. Keynes dit c'est en réfléchissant qu'on arrive à la solution des problèmes. Hayek dit non, ce sont les choses qui nous viennent spontanément et tout ce qui est de l'ordre du raisonnement, ça conduit plutôt à des catastrophes parce qu'on ne pense pas aux conséquences collatérales, aux choses imprévues sur le côté. Mais les choses imprévues, si les choses imprévues sur le côté sont pas maîtrisables a priori, ça c'est une conséquence de la complexité, ça n'a rien à voir avec le fait que nous soyons des êtres humains en soi. Il y a ceux, et j'en fais partie, qui croient que une conclusion à laquelle on arrive par un raisonnement n'est pas nécessairement à rejeter par rapport à un comportement spontané. S'il y a quelque chose de l'ordre de la raison, eh ben la raison, justement, c'est pas simplement de la chimie ou de la physique. La raison, c'est mettre à la suite des éléments sur lesquels nous sommes arrivés à une conclusion, qu'on appelle en général la vérité, et à les enchaîner pour trouver d'autres choses. Et là, je l'ai dit tout de suite, je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents moyens de faire ça. On peut le faire à la manière traditionnelle chinoise.
on n'est pas obligé de le faire à la manière occidentale avec des syllogismes. On peut arriver à de bonnes conclusions aussi par d'autres moyens. Est-ce que ça veut dire que, donc, que nos problèmes sont solubles? Bah, il y a des choses, voilà, comme celles auxquelles on n'arrive pas en raisonnement, où il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Et l'effort ne doit pas se contenter simplement d'arriver à la conclusion. Il faut encore que l'effort supplémentaire, et c'est celui-là qui vraiment, qui nous accroche en ce moment-là, en ce moment même, c'est une fois qu'on est arrivé à la conclusion, comme par exemple sur le changement climatique et des choses de cet ordre-là, la crise financière, c'est de trouver un moyen que les gens qui prennent des décisions à notre place les prennent dans la bonne direction. L'Australie a supprimé la taxe carbone, je crois que c'était avant-hier. Il y a des gouvernements qui sont des gouvernements conservateurs et qui ne sont pas simplement des gouvernements conservateurs, des gouvernements qui essayent de détricoter ce qui a été fait par les autres pour aller dans la bonne direction. Mais nous sommes liés à des systèmes comme ça. Pourquoi est-ce qu'on détricote la taxe carbone en Australie? Parce que ça ne plaît pas au milieu des affaires, parce que ça réduit la marge de profit. Il faudrait quand même qu'on puisse prendre des décisions indépendamment de la question de réduire ou non la marge de profit. Alors on nous transforme cette histoire de marge de profit en nombre d'emplois créés. Alors là, je fais quand même un certain nombre d'efforts et il y a maintenant la série des vidéos qui sont produites par le théâtre du Rond-Point dans leur série qui s'appelle Vent contraire, où on me fait parler systématiquement du travail. Il faut analyser les questions. Il ne faut pas qu'on nous vende sous forme de question d'emploi simplement cette obsession de la marge de profit. Alors pour ça, il faut un petit peu analyser des choses. Il y a un certain nombre de problèmes, je viens de le dire, ou peut-être la manière dont nous sommes biologiquement, mais des obstacles qu'il faut surmonter à la solution des problèmes. Il y a aussi, et c'est là-dessus que je vais terminer, la question de savoir si certaines des voies dans lesquelles nous sommes engagés ne sont pas des voies de garage. Nous avons créé des monnaies au niveau des pays et ça s'est fait depuis très longtemps, on ne sait pas exactement, on nous dit que ce sont les Lydiens au 8e siècle avant Jésus-Christ. Inventer la monnaie ou inventer la propriété privée sont des choses qui sont venues il y a très très longtemps. Est-ce qu'il y a moyen de faire un système général à partir de pays, de nations qui ont créé leur monnaie? Est-ce qu'on peut faire avec une mosaïque comme ça? Est-ce qu'on peut en faire un système qui fonctionne? Alors, Keynes a travaillé là-dessus. Bon, il a passé beaucoup de temps. Quand on met ensemble sous forme de volume tout ce qu'il a dit sur cette question-là, ça fait plusieurs gros volumes de 500 pages. Il aurait voulu aller plus loin qu'il n'est arrivé. Il est arrivé à une solution dont finalement, en 1944 à Bretton Woods, à propos de laquelle il n'était pas véritablement content. Il voulait continuer à réfléchir. C'était un projet qui était en route. Ce qui s'est passé, c'est que la maladie qui a fini par le terrasser en 1946, 2 ans plus tard, portait déjà ses effets, réduisait sa capacité de travail, réduisait sa capacité manifestement aussi de raisonner correctement. Donc il a laissé quelque chose là en chantier. Et quand on écrit ou réfléchit sur Keynes, eh bien on a la tentation d'essayer de reprendre le problème là où il l'a laissé et de le pousser plus loin. Mais est-ce que cette question, moi je ne connais pas encore la réponse, est-ce que c'est soluble? Est-ce qu'on est là aussi avec un problème soluble ou est-ce qu'il faudra faire le détour qui, spontanément, je dirais intuitivement, me paraît être le détour sans doute qu'il faudra faire, c'est-à-dire se débarrasser entièrement des systèmes de monnaie et de fonctionner en fonction d'autre chose? Est-ce que ça supprimera le fait que les gens ont envie de garder de l'or parce que l'or ça ne s'abîme pas? Probablement pas. Mais on peut peut-être contourner la difficulté qui est liée à l'or plutôt que d'essayer de résoudre ce problème-là ou en remplaçant l'or par de l'énergie ou je ne sais quoi. C'est-à-dire en fait en restant en réalité exactement dans la même logique. Alors voilà, on a des problèmes à résoudre. On a des difficultés, c'est-à-dire que même quand on est arrivé à la bonne conclusion, les gens qui sont en place vont en général essayer de les combattre parce que ça ne les arrange pas au niveau de de leur vie quotidienne, du très court terme qu'il est.
qui les concernent, ou ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir sur cette planète s'isoler suffisamment pour que les problèmes ne les rattrapent pas, ce qui est bien entendu une illusion. Je suis sûr qu'il y a des dinosaures qui ont réfléchi de cette manière-là aussi à une époque. Enfin bon, je vais terminer sur cette note comique. Il y a du boulot, il y a des choses à trouver, il y a des choses qui sont restées en chantier qu'il faut essayer de terminer. Et en face, il y a des gens qui sont résolus à empêcher qu'on applique les solutions. Voilà. Alors c'est un jour triste avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe en Palestine. On n'est pas encore tout près de résoudre cette sorte de malédiction qui est celle d'un mammifère qui s'est spécialisé dans la réflexion et qui a produit pas mal de choses quand même au sein de deux grandes civilisations qui ont trouvé des moyens d'aborder les problèmes et de les analyser de manière tout à fait différente et qui se complètent d'une certaine manière à ce niveau-là, il faut pas l'oublier. Et puis le boulot que nous avons en face de nous maintenant, c'est qu'une fois que des conclusions qui sont quand même valables par rapport à ce que nous sommes, une fois qu'elles ont été atteintes, essayer de trouver un moyen de les faire mettre en application et de faire sauter ce barrage de gens qui, en fait, manquent de réflexion. C'était l'opinion de Keynes. C'est pas qu'il y ait des gens en face de nous qui ont réfléchi au problème et qui ont trouvé une autre solution. C'est essentiellement qu'on a en face de nous des gens qui n'ont pas l'intention de réfléchir. Voilà. Allez, à bientôt.